Chapitre 2. Arrivée dans la ville. Bienvenue chez les Tech. La ville des Tech n'avait aucune ressemblance avec sa ville natale. Ni arbres, ni fleurs, ni insectes, ni animaux, aucune forme de vie biologique observable. L'ensemble de l'écosystème avait été éradiqué, remplacé par une architecture minérale et métallique continue, sans rupture ni respiration. Dès son arrivée, elle fut envahie par un profond écœurement, rapidement suivi d'un malaise physiologique mesurable. L'air, bien que filtré et chimiquement stable, était pauvre en composés organiques volatiles naturels, habituellement produits par la végétation. Cette absence perturbait ses repères sensoriels. Sa respiration lui semblait artificielle, presque étrangère à son propre corps. Son rythme cardiaque augmenta légèrement, signe d'un stress environnemental aigu. L'urbanisme des Tech obéissait à une logique strictement fonctionnelle. Les immeubles, pour la plupart hauts de plusieurs kilomètres, s'élevaient en colonnes massives avant de se prolonger profondément dans la troposphère, où ils formaient un réseau de plateformes suspendues. Le ciel rouge-orangé, déjà altéré par une atmosphère saturée en particules industrielles, était presque entièrement masqué par ces structures titanesques. La lumière solaire, fragmentée et réfléchie par les façades métalliques, était remplacée par un éclairage artificiel constant, calibré pour optimiser la productivité humaine et réduire les variations biologiques naturelles. Elle ressentait une oppression diffuse, comme si son organisme peinait à s'adapter à un environnement dépourvu de cycle naturel. L'absence d'horizon, de végétation et de silence perturbait ses fonctions cognitives. Chaque pas dans cet enchevêtrement de métal et d'acier renforçait son incompréhension. Cette ville semblait conçue non pour être habitée, mais pour être exploitée. Comment peuvent-ils vivre dans un tel environnement ? Se dit-elle. À cet instant, une certitude s'imposa à elle. Les Tech n'avaient pas seulement transformé leur ville, ils avaient modifié leur rapport au vivant, peut-être même leur propre biologie, afin de rendre ce milieu viable. Cette pensée, plus que l'architecture elle-même, déclencha chez elle une inquiétude profonde. L'arrivée dans la ville des Tech se faisait obligatoirement par la longue extrémité de la toile. En effet, toutes les villes des Tech reposaient sur une organisation architecturale strictement identique, normalisée à l'échelle planétaire. Cette uniformité garantissait une circulation contrôlée des individus, des ressources et des flux énergétiques. La structure urbaine était organisée autour d'un noyau central, surnommé l'araignée. Celle-ci était composée de 7 pattes monumentales, disposées radialement et organisées en plusieurs niveaux fonctionnels. Chaque patte constituait un axe urbain autonome, combinant zones de transport, d'habitation et d'exploitation industrielle. Les extrémités des pattes prenaient la forme de tubes cylindriques d'un diamètre d'environ 15 km. Ces sections périphériques servaient de point d'entrée dans la ville et assuraient la transition progressive entre l'extérieur et le cœur urbain. Plus l'on avançait vers le centre, plus le diamètre des structures augmentait. Le corps principal des pattes atteignait près de 30 km de diamètre, intégrant des infrastructures de plus en plus complexes. Au centre de l'ensemble se dressait la tête de l'araignée, une sphère colossale de 60 km de diamètre. Véritable centre névralgique de la ville, elle abritait les systèmes décisionnels, les intelligences artificielles de gouvernance, ainsi que les unités de contrôle biologique et social. L'architecture de la toile n'avait rien d'esthétique au sens humain traditionnel. Elle répondait exclusivement à des impératifs d'optimisation, de surveillance et de maîtrise totale de l'environnement urbain. Chaque déplacement, chaque respiration, chaque interaction y était potentiellement mesurable et exploitable. Dans la toile, la circulation était relativement libre au niveau de la périphérie. Ces zones externes servaient d'espace de transit, de travail subalterne et de résidence pour la majorité de la population. Le contrôle y demeurait discret, mais constant, assuré par des systèmes de surveillance algorithmiques capables d'évaluer en temps réel les comportements individuels. À mesure que l'on se rapprochait des pattes de la structure, l'accès devenait progressivement restreint. Des autorisations spécifiques étaient exigées pour franchir chaque seuil, délivrées uniquement après validation de critères stricts, utilité fonctionnelle, conformité comportementale et compatibilité biologique avec les environnements internes.
Pour le commun des mortels, ces autorisations étaient extrêmement rares, voire pratiquement impossibles à obtenir. L'accès aux pâtes constituait ainsi un privilège réservé à une minorité soigneusement sélectionnée. Ces zones abritaient les infrastructures stratégiques de la ville, centres de production énergétique, unités de calcul avancées et plateformes de régulation sociale. Quant à la tête de la toile, elle était totalement interdite à la population générale. Cette sphère centrale était réservée à une élite technocratique dont les membres ne quittaient jamais cet espace clos. Isolés du reste de la ville, ils vivaient dans un environnement intégralement contrôlé, optimisé pour leur survie, leur longévité et leur efficacité décisionnelle. La toile ne se contentait donc pas d'organiser l'espace urbain, elle matérialisait une hiérarchie absolue, inscrite directement dans l'architecture même de la ville. Voici la partie 1 du deuxième chapitre de mon livre de science-fiction, écrit en 2020. Si ce chapitre vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour me motiver à présenter le chapitre 2, partie 2.